Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. La question ce soir qu'on va poser, qu'est-ce qui différencie la femme de la femme politique? On va poser ce soir la question à une jeune demoiselle qui, en tout cas, aspire à prendre ses responsabilités, en tout cas, étudie la question, à savoir aujourd'hui ce que le combat des femmes en politique ont amené ce qu'on appelle la quête à l'égalité entre l'homme et femme. C'est dans Causement Réunionnais. Elle a son âge, elle est encore toute guillerette. Bonsoir, Anne-Gaëlle Antoine. Okay. C'est ça? Non. Non, j'ai dit Gaëlle, pardon. Gaëlle Antoine. Et en plus, de Anne-Gaëlle, je trouvais que c'était joli en plus. Qu'est-ce qui intéresse une jeune fille de... Tu as quel âge? 22 ans. Ça t'intéresse la politique? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui peut attirer une jeune fille de ton âge? L'idée qu'on peut agir en fait à toute échelle pour... moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'améliorer les conditions de vie de tout le monde. Et donc je me dis que si j'attends, en regardant seulement ce que font les autres, il ne se passera jamais ce que moi j'aspire. Quel cursus? C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu as grandi dans une famille de politiques? Pas du tout, non. Dans ma famille, on disait plutôt que la politique, c'était de la merde, entre guillemets, pour reprendre les mots que disait mon père. Mais par contre, moi, je me suis vraiment intéressée à partir du lycée. J'ai commencé à être un peu engagée. Il y avait des sujets qui me tenaient très à cœur, comme la paix dans le monde, des choses un peu, on va dire, qu'on l'air naïf comme ça. Mais en fait, quand on est jeune aussi, c'est des sujets comme ça qui nous portent. Et là où j'ai vraiment commencé à m'impliquer, c'est à partir de la loi travail. Donc, j'ai participé. Il y a 2 ans, je crois. 2 ans, oui. Oui, c'est sous Hollande. le Hollande. Oui, ouais. c'était encore Monsieur Hollande. Et donc, du coup, j'ai commencé à vraiment m'engager, en fait, dans ces manifestations. Tu étais dans la rue? Oui. D'accord. Toutes les manifestations possibles. Toutes les manifestations. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait de dangereux, si on peut dire ainsi, dans cette loi proposée par le gouvernement du président Hollande? En fait, l'élément principal qui faisait qu'on est descendu dans la rue, c'était l'inversion de la hiérarchie des normes, qui fait qu'en fait, il n'y avait plus de réelle protection du Code du travail pour protéger les salariés face aux abus possibles du patronat. Cette loi, elle donne vraiment l'impression de faire tomber des barrières et j'allais dire, de mettre le rapport de force plus au patronat qu'aux salariés. Ouais, c'est ça le problème principal en fait, et c'est ce qu'on a vu aussi qui est arrivé avec la suite ensuite la loi travail XXL qu'on a appelée, où en fait tout ce sur quoi M. Hollande était revenu, M. Macron a remis sur la table et voilà pour permettre au patronat de justement ne plus avoir toutes ces barrières et ces protections que nous les salariés en avaient pour pouvoir faire ce qu'ils avaient besoin eux pour leurs intérêts, mais qui ne sont pas du tout les intérêts des salariés. Cette passion pour le combat politique, ça t'a amené à étudier ce qui s'est passé en 1936 avec Léon Blum, avec le combat, par exemple, des communistes pendant la Deuxième Guerre mondiale? Oui, bien sûr. Après, justement, comme ça fait peu de temps que je suis vraiment engagée, je ne connais pas tout parfaitement bien. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt les combats des femmes dans, justement, ces luttes. Parce que c'est souvent elles qu'on oublie. Même si elles ont pris part à part entière dans ces luttes, on oublie leur existence, par exemple. C'est vrai, on oublie d'autant plus qu'on le sait, que les femmes socialistes, les femmes communistes, les femmes soviétiques à l'époque, dont la bataille de la manifestation de 1917, où elles ont lutté, elles ont manifesté, parce qu'elles en avaient marre de voir leur mari tué à la guerre, elles ont milité pour la paix, elles ont milité aussi pour le pain. On voit tous ces combats. Elles ont milité également pour l'égalité, juste après la guerre, pour le droit des votes. Comment la jeune fille aujourd'hui regarde ce passé où les femmes ont vraiment été à la pointe des luttes sociales et sociétales, mais aujourd'hui encore, on voit que la bataille n'est pas près d'être gagnée? Oui, ça c'est sûr, parce que justement, en fait... ça illustre le passé comme l'actualité et malheureusement encore pour quelque temps le futur montre bien qu'il y a une grosse inégalité en fait de base avec ce qu'on appelle donc le système patriarcal, c'est-à-dire que les hommes exercent une oppression sur les femmes en tant que groupe social. Je ne parle pas d'individus, etc., mais simplement vraiment d'un système patriarcal dans lequel on vit,
où les femmes sont forcément mises à l'écart, infériorisées, subissent des violences, etc., qui n'est pas le cas des hommes. Et donc ça se ressent également en politique, même si dans les mouvements communistes, c'est là où il y avait le plus de progressisme par rapport à d'autres mouvements politiques, même dans ces mouvements-là, c'est souvent invisibilisé, malgré quand même le fait que, par exemple, pour la 8 mars, qui est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, on oublie souvent tous les termes qui sont importants à l'intérieur. Mais donc ça, en fait, ça vient de l'internationale communiste qui, en 1921, a décrété cette journée par rapport justement aux révoltes des femmes de Saint-Pétersbourg, le 8 mars 1917, qui ont, en fait, grâce à leur lutte à elles, lancé la révolution bolchevique de 1917 qui, en fait, on s'imagine que c'est juste la prise du palais, mais en fait, on va dire que c'est pour ceux qui aiment l'histoire et puis qui adorent également l'histoire du tsar Nicolas II et surtout de sa belle histoire qu'on a racontée sur sa fille juste après. Tué ou pas par le médecin de la famille. Là, il y a ça d'une part, mais il y a aussi une chose, c'est-à-dire que quelque part, on voit le combat de ces femmes, mais est-ce qu'aujourd'hui, la jeune la jeune femme ou la jeune fille que tu es devenue, qui regarde un petit peu cette situation-là, est-ce que ça a avancé ou pas ? Il y a encore 50 ans, l'autorité était, de la femme appartenait soit au mari, soit au père. Ce n'est à partir de 1965 que la femme a eu droit d'ouvrir un compte en banque. Ce n'est qu'à partir de 1975, l'adultère, qui jusque-là était plus condamné, celle de la femme était plus condamnée que l'adultère des hommes, était plutôt, je dirais, une amende s'il n'amenait pas sa concubine à la maison. Quand toi, tu regardes ça, ça t'est pensé à quoi ? Justement, c'est injuste. Oui, c'est une injustice trop forte et c'est aussi pour ça que je me suis engagée, parce que je supporte pas les injustices. Et par contre, on peut voir que oui, il y a eu des améliorations. Seulement, moi, je dirais qu'elles sont uniquement à la marge. Parce que encore aujourd'hui, par exemple, juste pour donner quelques chiffres, les femmes, on est 51% de la population mondiale. On produit 66% des richesses mondiales. Pourtant, on n'en retire que 10% des revenus et on possède que 1% des biens. Donc ça montre bien qu'il y a un déséquilibre quelque part. Et ça, malgré les avancées, les droits que nos ancêtres ont gagnés en militant, toutes les femmes de générations passées qui se sont battues pour qu'aujourd'hui, par exemple, je puisse m'exprimer comme ça librement, en donnant mon opinion. Malgré ça, le système patriarcal dans lequel on vit, il n'a pas tellement évolué en fait. Sur 180 pays au monde, 15 femmes sont plus ou moins chefs de gouvernement. C'est peu. Quand on regarde à l'Assemblée nationale, 18 à 20% de femmes élues députées. 38% de députés. Aujourd'hui, 38%? Oui, 38% aujourd'hui. Mais elles ont moins de 4% du temps de parole. Donc... on va pas épiloguer là-dessus, ça va mal se finir. La question, c'est justement, comment, à ton niveau, avec ta génération, comment essayer d'influer pour changer ça ? Par exemple, là, ce qu'on a vu et qui, pour moi, est vraiment révolutionnaire pour ce siècle, c'est que la libération de la parole sur les violences, en fait, qu'on peut subir, et notamment via les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, il n'y avait pas ces outils-là. Et je trouve que c'est vraiment très, très positif pour la suite. Quand on parle de violence, c'est toute forme de violence ? Oui, toute forme de violence, que ce soit violence conjugale, agression sexuelle, des violences verbales, de la violence symbolique aussi, quand on essaye de parler et que c'est comme si on n'existait pas, malgré qu'on puisse dire des choses intéressantes. Toute forme de violence. Aujourd'hui, la parole se libère vraiment, et même si on rencontre encore des oppositions de la part de certaines personnes, c'est pas pour autant qu'on va faiblir en fait. Le message reste porté haut et fort, et c'est surtout grâce à une forte solidarité qui, je trouve, est permise plus facilement. Grâce aux réseaux sociaux, on peut facilement discuter avec des gens de l'autre bout du monde qui peuvent nous soutenir si on a quelque chose à dénoncer par exemple. Si on parle de prise de conscience, à quel âge tu as commencé à te dire il faut que tu prennes la parole, il faut que tu agisses au nom des femmes ? À quel âge tu t'es dit c'est à moi de me préparer ?
Je pourrais même pas m'en souvenir tellement ça date de longtemps. Si longtemps que ça? Oui, en fait, c'est comme toute forme de discrimination, on le sait dès qu'on a la capacité de prendre conscience de nous-mêmes, en fait. Bah, depuis toute petite, il y a des choses qu'on me dit, bah non, tu peux pas le faire parce que toi, tu es une fille. Ou, par exemple, je faisais du foot quand j'étais petite. Ah, tu fais du foot? Bah, c'est bizarre, c'est un truc de garçon. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on entend depuis qu'on est toute petite. Et bah, moi, depuis toujours, je me dis, mais c'est pas juste. Et est-ce qu'il y a eu d'autres discriminations à ton encontre en fonction du sexe? Bah oui, la liste elle serait tellement longue. Alors, on va essayer d'en écouter quelques-uns. Bah, par exemple, quand je me promène dans la rue, au moins une fois dans la journée, je vais entendre une petite remarque sur mon physique. Comme D'accord. si j'étais simplement un objet sexuel à observer D'accord. et pas une vraie personne à part entière. Ou alors, c'est chaque remarque, par exemple, quand on essaye de prendre la parole, même dans les milieux militants, quand on essaye de prendre la parole, et ben, il y en a toujours un qui se trouve intelligent de faire une blague. Elle est bien mignonne. Oui, mais c'est pas le sujet. Et puis c'est un Des petit choses peu quand comme même condescendant et rabaissant, je pense. Exactement. Du coup, c'est très difficile en fait. On est obligé de vraiment plus se battre pour avoir confiance en nous et oser dire ce qu'on pense. Et c'est vraiment quelque chose qui est très frustrant. À quel moment il y a eu une prise de conscience que les études, c'était la clé Pour moi, pour changer le monde? Je crois que c'est Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. ouais. Vous voulez dire historiquement ou par rapport à moi Par rapport à personnellement? toi. À quel moment tu t'es dit, il faut que je fasse des études parce que j'ai besoin de connaître, de savoir, pour pouvoir aller affronter, pour essayer de changer les choses? Bah, ça aussi, c'est depuis toute petite. En fait, je me dis qu'il faut absolument que je réussisse à l'école pour pouvoir justement l'ascenseur social qui n'existe pas, mais c'est une formulation qui permet de mieux comprendre. Je me suis toujours dit, il faut que je réussisse mes études, il faut que j'aille loin pour réaliser mon rêve. C'est-à-dire quand j'étais plus jeune, c'était simplement de travailler sur la biologie en général. Aujourd'hui, ce serait plutôt de travailler sur les plantes médicinales de la Réunion. Mais tout ça, en fait, je me suis toujours dit que si je me battais pas dans mes études, j'aurais rien parce que justement, je pars déjà avec un retard, une inégalité plus forte par rapport aux garçons. Et donc du coup, je me suis toujours dit qu'il fallait que je réussisse vraiment à avoir de bons résultats. À quel moment il y a eu cette démarche vers le Parti communiste, puisque aujourd'hui, j'ai vu que tu fais partie donc de ces femmes qui commencent à porter aussi le Parti communiste. Oui. À partir de quel moment ça a commencé cette démarche d'aller à la rencontre des femmes du Parti communiste? Alors le Parti communiste, j'ai commencé justement à peu près en même temps que j'ai milité pour contre la loi travail. En fait, c'est en commençant à militer dans les manifestations, etc., j'ai commencé à rencontrer des gens de différents syndicats, de différents mouvements politiques. Et donc tout ça, c'était à Lyon, quand je faisais ma licence à Lyon. Et donc ça, en fait, j'ai rencontré des gens du MJCF, c'est le Mouvement des Jeunes Communistes de France. Et à partir de là, j'ai compris qu'en fait, on ne devient pas communiste, on l'est déjà et on s'en rend compte tout simplement. Et donc voilà, à partir de là, ensuite, quand je suis venue pour faire mon master, j'ai rejoint le Parti communiste réunionnais. Et tu es revenu quand? En août. C'était l'année dernière? En 2017. En 2017. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion ne serait-ce que de croiser la route ou d'entendre un discours de Paul Vergès? Enfin, du défunt Paul Vergès. Tu as eu l'occasion? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ce discours? Qu'est-ce qu'il y a eu? Enfin, qu'est-ce qu'il y avait? Parce que il est décédé non pas l'année dernière, en 2016. Qu'est-ce qu'il y a dans son discours qui plaît à une jeune fille comme toi? Beaucoup de charisme, par exemple. Du charisme, effectivement. C'est toujours des grandes personnes comme ça, c'est impressionnant. Et surtout, ses idées, en fait. L'idée, par exemple, moi, l'environnement, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Et c'est quand même... je peux pas dire que je connais toutes les personnes de La Réunion qui ont milité sur ce sujet, mais pour moi, celui qui était le plus à la pointe... De 1994 et également 1997, c'est au moment où il a commencé, lui, de parler de l'environnement, ce qui a amené à la création de l'ONER, donc il a été le président au moment de son décès. Et justement, son discours, aussi bien quand il fait l'analyse géopolitique, son engagement pour l'environnement, d'être capable d'anticiper autant, parce qu'il a anticipé avant tout le monde. Il était très à la pointe. Ces problèmes d'environnement, ça fait quoi quand on découvre ça? Et que ça vient de La Réunion en plus? Oui, justement pour moi c'est même plutôt logique que ça vienne de La Réunion, parce que en tant que justement une île
qui était une colonie française, donc en fait à subir autant de discrimination justement parce qu'il n'y a pas que le patriarcat dans le monde. Hein. Pour moi, c'est plus facile d'arriver à des conclusions quand on a dans notre vécu ces éléments. Dans le sens où, justement, en étant réunionnais, Paul Vergès, comme tous les réunionnais aujourd'hui, il savait ce que c'était de vivre une discrimination par rapport, de subir l'impérialisme, de subir la colonisation, de subir le racisme. Lui, il ne savait pas ce que c'était de subir le sexisme, mais du coup, forcément, par rapport à tout ça, ses idées géopolitiques, son internationalisme, c'est quelque chose qui ressort. Et par rapport à sa position sur l'environnement, pour moi, c'est également logique aussi parce que justement, en tant qu'une petite île perdue au milieu de l'océan, on subit beaucoup plus directement les problèmes et c'est plus facile de se dire que en fait, le monde, il est limité. Parce que nous-mêmes, à notre échelle, on voit que c'est limité et que les ressources, elles ne sont pas infinies, qu'il y a des problèmes de déchets qui peuvent poser des soucis plus facilement parce qu'on se rend compte que c'est ça petit. Et si on réfléchissait comme ça, tous les dirigeants de la planète, sur dire la planète, en fait, elle est limitée, il y aurait peut-être ces conclusions qui arriveraient. Comment recycler, surtout, puisqu'on produit quand même 500 000 tonnes de déchets chaque année à La Réunion. Gaëlle, la question sur ce que toi, tu as envie aujourd'hui. Tu fais des études, tu aspires à quelles études là pour l'instant? Tu fais quoi comme études pour l'instant? Pour l'instant, je suis en master de biologie des écosystèmes tropico-terrestres. Vers quel métier tu te... Et du coup, en fait, j'hésite encore à faire une thèse. Pour l'instant, je suis en première année, donc j'ai encore un petit peu de temps pour voir ça. Mais ce que j'aimerais, c'est travailler sur les plantes médicinales de La Réunion pour développer en fait ces connaissances. Développer une pharmacopée, mettre en place une vraie... un peu comme ça se passe déjà aux Antilles avec la Guyane, avoir un vrai vivier pour produire des médicaments. Oui, c'est ça. Et surtout, ça permet, en fait, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ce sujet, mais j'aimerais participer à le développer pour justement, ça participe aussi à préserver notre biodiversité, à préserver aussi nos traditions culturelles. Et pour moi, c'est important. Alors, comment va se passer la suite? Il y a cet engagement politique. Aujourd'hui, elle est là. En tout cas, l'envie est présente. Il y a le métier. Il y a aussi, il va y avoir la femme, la femme, la famille. Comment, à 22 ans, on conçoit déjà son avenir en disant il y a plusieurs points sur lesquels il va falloir travailler, il faudra harmoniser tout ça. Et est-ce que ça fait peur ou on se dit c'est un beau challenge finalement? Plutôt que c'est un beau challenge. C'est vrai? Justement, oui. C'est plutôt dans ma personnalité de vouloir toujours me battre le plus possible. Donc, au contraire, plus il y a de difficultés, plus j'ai envie de me donner à fond. Et voilà. Aujourd'hui, le Parti communiste n'est pas au mieux avec tout ce qui s'est passé depuis 2010, la défaite de Paul Vergès au régional, également après la perte de tous les mandats, et qu'il ne reste plus qu'une municipalité communiste à Sainte-Suzanne. Les moyens, bien sûr, ont beaucoup diminué. Comment Gaëlle, Antoine, a envie de mettre en place, quelle stratégie il faudrait mettre en place, comment elle a envie d'amener une nouvelle génération à ça? Et tout simplement... Au Parti communiste. Tout simplement réussir à justement changer en fait, dire que le passé est ce qu'il est et maintenant il faut qu'on arrive à aller vers l'avenir et donc à changer nos pratiques, à être plus... Par exemple, moi j'étais déjà convaincue, donc pour moi ça a été facile de rejoindre le Parti communiste, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, je comprends que ce ne soit pas forcément accessible. Et du coup, pour moi, il faut qu'on arrive à être plus accessible pour la nouvelle génération. Alors, ça c'est la question que je pose souvent. C'est quoi le communisme aujourd'hui? Le communisme aujourd'hui, c'est celui qu'il était déjà avant. Il ne va pas changer. C'est le but d'arriver à une société sans classe. Tu as eu le plaisir de lire Le Capital, le gros pavé de Karl Marx ou pas? Non, je n'ai pas réussi à lire ça. Non. Par contre, alors, on sait que l'outil de production est dans la main du capital. Oui. C'est le capital qui a les moyens. Comment mettre en commun sans créer exactement la même chose? C'est-à-dire que si on met tout le monde en commun, on met les biens en commun, donc on crée un capital. Est-ce qu'on peut malgré tout garder en commun ou il faut
j'allais dire, un pouvoir horizontal. Comment faire en sorte que les valeurs du communiste, telles au départ l'avaient donc décrit les pères du communisme comme Lénine, Marx et Engels et les autres, comment faire en sorte que on revient à ces valeurs, qu'on ait envie de partage finalement? Comment faire en sorte d'avoir envie de partage? Ouais. Ça, c'est une question difficile. Parce que l'homme est devenu égoïste. Oui, l'homme est devenu égoïste, mais c'est pas dans sa nature, comme on peut l'entendre. Parce que, en tant que biologiste de formation, je me dis qu'il n'y a rien d'écrit dans la génétique qui dit qu'on a envie de voler notre voisin. Par contre, le système capitaliste... Il n'est pas écrit qu'on veut voler le voisin, mais il est écrit qu'on est devenu feignant, qu'on aime bien poser ses fesses sur une chaise et attendre que ça tombe dans les becs. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut s'expliquer par la biologie, parce qu'un animal, en fait, il cherche à justement mettre son métabolisme au minimum pour pas dépenser d'énergie inutilement. Mais du coup, pour c'est une parler... très belle explication. Si les feignants nous regardent, en tout cas, vous avez de quoi dire à votre patron. Mais pour revenir plutôt au sujet, en fait, pour moi, tout simplement, déjà, comme l'avaient énoncé les pères du communisme, il faut passer par le socialisme déjà de base pour arriver à éliminer en fait toute discrimination. Parce qu'en fait, si aujourd'hui il y a tous ces problèmes, que justement on veut posséder plus, etc., c'est parce que l'essence même du capitalisme, c'est de capitaliser et donc d'avoir pour soi le plus possible. Mais du coup, si on arrive à enlever en fait les discriminations, comme par exemple la discrimination patriarcale, qui fait que même au sein de la famille, en gros, si on compare avec la lutte des classes, la femme, dans une famille, elle fait le prolétariat et l'homme, c'est le bourgeois, donc celui qui possède le moyen de production. Ah, ça, c'est pas gentil pour moi. Mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une question d'individu, c'est un système, faut comprendre ça dans la globalité. La lutte des classes, si on reprend la mise en commun, si on reprend les idées de la période de la guerre froide, les kolkhozes, les sovkhozes, tout ce qu'on a créé, les coopératives qu'on a créées pour mettre en commun, ça n'a pas marché non plus. Le système communiste, à partir des années 90, a commencé à péricliter. Même l'URSS n'y a pas échappé. On voit les pays communistes comme la Pologne. On a vu la fin des pays comme la Roumanie, avec la fin des dictatures de Ceausescu. On voit qu'à un moment, au-dessous, il y a une base qui met ensemble, et au-dessus, que ce soit de Staline à Tchernenko, ça a toujours été une forme de dictature. C'est mettre en commun, d'accord, mais il faut bien un chef. C'est pas que problème de chef, en fait. Là, si, justement, pour moi, si ça n'a pas réussi à se maintenir, c'est parce que, justement, en fait, l'URSS, elle n'était pas isolée du reste du monde. Et en fait, si on n'a pas l'internationalisme, on ne peut pas avoir le communisme. Il sera forcément influencé par la société capitaliste. Mais l'URSS, à lui tout seul, quand on regroupe le pacte de Varsovie et le pacte de l'Est, c'était quand même l'international. C'était pas le monde entier. Non, c'était pas le monde entier, effectivement. Mais malgré tout, on voit... Mais bon, ceci étant, le capital n'a pas réussi non plus. On parle de communisme, parce que tu es là. Aujourd'hui, quel doit être à quoi doit ressembler le communisme d'aujourd'hui et de demain ? Comment mettre en commun, comment partager, comment se respecter, comment partager aussi bien le travail que le pouvoir et l'argent? Justement, en mettant de côté cette envie de tout posséder, de tout privatiser, en aspirant plus au bien commun plutôt qu'à juste son petit bien-être personnel, parce qu'en fait, en pensant au bien commun, on améliore son bien-être personnel aussi. Et aujourd'hui, est-ce que toi, tu as les mots? Est-ce que tu vas à la rencontre des jeunes de ton âge? Est-ce que tu leur expliques ce que c'est le communisme aujourd'hui? J'essaye, mais c'est pas forcément facile. Justement, aussi, le problème, c'est que chaque génération a ses difficultés. Et nous, c'est vrai qu'on a tendance à être très pessimiste face à l'avenir, et donc du coup quand on parle de communisme ça paraît trop utopique et ça parle pas forcément directement. Ça parle pas forcément aux jeunes, mais il y a une chose qu'il faudra rendre aux communistes, c'est-à-dire que lors de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont mené la résistance, en tout cas, sont ceux qui sont les communistes, les cheminots, entre autres, qui ont beaucoup mené la lutte contre les Allemands. Et ça, je pense qu'un jour, il faudrait bien leur rendre aux communistes ce qu'ils ont fait pour la France. Ça va être ma dernière question, puisqu'on arrive dans un instant au bout de cette discussion. Gaël, qu'est-ce que aujourd'hui
où tu te dis où tu es et comment tu vas évoluer? Qu'est-ce que tu veux faire dans les jours qui viennent? Comment expliquer aux femmes la lutte menée justement par les communistes? En expliquant que c'est une lutte quotidienne qui a été menée et qu'on doit continuer en prenant exemple sur toutes les femmes communistes qui ont lutté par le passé. En prenant exemple, par exemple pour nous à La Réunion, sur les femmes communistes qui ont lutté dès 1958. En 1948, c'était la création de la section de La Réunion des femmes françaises et qui est ensuite devenue en 1958 l'Union des femmes de La Réunion. Et donc prendre exemple sur tout ça pour poursuivre ces combats. Juste pour rappeler, je crois que c'est Ismaël Hamelin, qui en a été la première présidente. Qui était la présidente, c'est ça. Et juste pour terminer, le 8 mars, qu'est-ce qu'elle ressent le plus, Gaëlle, en tant que femme communiste? C'est vraiment de la fierté par rapport à tout ce que ces femmes ont mené comme combat? De la fierté, et en même temps, c'est toujours une journée très difficile, parce que c'est une journée où, déjà d'habitude, je laisse pas passer grand-chose, mais là, j'ai encore moins envie de laisser passer le moindre petit détail, et du coup, ça peut être très fatigant, mais ça me rappelle aussi à quel point il faut continuer le combat. D'accord. Donc, le premier homme qui passe ce jour-là, écoute... Si, il dit une bêtise. Merci Gaëlle, Antoine, donc en tout cas pour toutes ces informations. Ça a été un plaisir en tout cas de découvrir une jeune fille avec autant de connaissances et puis de bon sens aussi, je dirais, et de talent. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et puis d'échanger et de voir aussi comment elle va faire évoluer le Parti communiste à La Réunion. Merci Gaëlle. Nous, on va passer à autre chose. On va parler de communication. La communication, c'était la maladie du XXe siècle. C'est toujours la maladie du XXIe siècle. Combien de couples, de parents, d'enfants répètent au cours d'échanges vifs des choses parfois simples, mais cause avec ou en temps pas moins. La communication, elle peut être bienveillante selon certaines personnes. Aujourd'hui, elle est enseignée aux enfants, aux adultes. Peut-elle faire dans le bon sens la communication? Céline Boimard, animatrice en communication bienveillante au sein de l'association L'Arbre à Grandir, nous donne quelques précisions. C'est quoi une communication bienveillante? Alors finalement c'est réapprendre à parler autrement parce qu'on a tous appris à parler mais communiquer, savoir communiquer, on n'a pas forcément appris, donc c'est réapprendre autrement. Quand on commence un atelier, je suppose que c'est d'abord le diagnostic du public qui est là. Qu'est-ce que les gens arrivent avec comme, je dirais, barrière en eux entre la colère, la rancœur, ces choses qui les empêchent d'avoir l'esprit libre? Alors les gens, donc, ce sont des parents ou des adultes accompagnants d'enfants ou des professionnels de la petite enfance. Ils arrivent avec des questions ou mais j'ai envie de bien faire mais pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce qu'ils ont le plus souvent? On entend souvent parler de cris des enfants ou de cris des parents, voilà, j'aurais aimé faire autrement mais je ne savais pas comment faire. Alors là-dessus, à partir de là, qu'est-ce que vous mettez en place comme outil pour les amener d'abord à se sentir mieux avant de leur montrer quels sont les gestes ou les mots à la rigueur qui apaisent et qui aident à la communication? Alors, donc, nous, on fonctionne sur des principes d'atelier, c'est-à-dire des rencontres de parents sur un temps donné tous les 15 jours pour laisser le temps de vivre les choses. Donc ce sont des rencontres de 2h30, les jeudis par exemple matin à Saint-Leu. Et lors de ces rencontres, on a à chaque fois un thème précis. Et ce sont des thèmes progressifs. On va avoir le premier thème sur la bienveillance envers soi-même. Deuxième thème sur les émotions, accueillir des émotions. Troisième thème sur le cadre, qu'est-ce qu'un cadre, comment instaurer un cadre bienveillant. Quatrième thème sur les conséquences éducatives. Et enfin, les 3 derniers thèmes sont sur l'estime de soi. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est comment ça fonctionne un atelier. Parce qu'on ne va pas leur dire il faut faire ça, il faut que tu sois comme ça, etc. L'idée, c'est que les parents s'approprient les outils qu'on donne en atelier. Donc, il y a toujours, ça commence par une prise de conscience, nos façons de faire habituelles. Donc, comme ça, et pourquoi ça ne marche pas. Un petit peu de théorie et des outils. Et après, une mise en pratique lors de l'atelier avec des cas que peuvent amener les parents. Où ils commencent à s'entraîner en fait déjà. Et après, on les invite à s'entraîner à la maison.
La réaction au bout est toujours la même. Ah bon, si j'avais su. La réaction, elle est propre à chaque parent, j'ai envie de dire. Chacun vit son expérience. En fait, ce qu'on aime bien dire, c'est chacun grandit à son rythme, les enfants comme les parents. Ça veut dire qu'en fonction des expériences qu'on a vécues, en fonction de notre entourage, on progresse à notre rythme. Saint-Paul, la ville vous convie sur la plage des Brisants à l'Open international des Brisants. Le tournoi de beach tennis réunit du 14 au 18 mars. L'événement est ouvert au public gratuitement. Venez nombreux. Saint-Denis, la ville vous invite à l'exposition graphique de Guillaume Plantevin et Hippolyte du 17 mars au 22 avril dans la salle du Bagnon 2 de 10h à 19h. Saint-Philippe, la ville vous invite à la Caldera Trail 2018 le 17 mars, départ à 6h à la Plaine des Caves avec une arrivée à Saint-Philippe. Info 0692 682 999. Le Tampon, vous êtes conviés à la foulée de la trisomie 21 974 le 18 mars au champ de foire à la Plaine des Caves, 25e kilomètre. Info 0692 640 859. Saint-Louis, la ville et l'EFS vous invitent à une collecte de sang le 19 mars de 8h30 à 12h30 à la salle Simone Veil. Saint-Pierre, l'Office de tourisme de Saint-Pierre vous accueille à un atelier d'initiation au tressage du Vacois et un atelier d'initiation au créole le 21 mars de 13h30 à 16h30. Saint-Denis, la ville vous invite à venir écouter les contes Marmite d'Histoire le 23 mars à la salle polyvalente de la Bretagne de 18h à 20h. Le Tampon, la ville en partenariat avec l'ASSBE, vous convie à une séance de Zumba Party Fitness le 23 mars de 17h30 à 19h30 sur le parvis de la mairie. Saint-Denis, la ville organise le Salon international du mariage et des nouvelles tendances du 23 au 25 mars au parc des expositions de Saint-Denis. Le Tampon et Lisiane Noireau vous invitent à l'exposition de ces tableaux La peinture et le bien-être dans la galerie artistique Lorge 6 de la Cité du Volcan jusqu'au 31 mars. Retour donc sur ce plateau, juste pour vous dire que c'est l'heure de la page pub.